Mon père n'avait fille que moi, canot d'écorce qui vole, encore sur la mer il m'envoie, canot d'écorce qui volera. Les Chic-Chocs, au cœur de la Gaspésie. Perché à une altitude de 400 mètres, le lac Capcha recueille les sources et les ruisseaux d'un vaste massif. De son trop-plein, il engendre la Capcha. Cette eau pure et claire file vers le nord et se jette dans l'estuaire du Saint-Laurent à Capcha, au terme d'une course de près de 60 km. La tradition populaire attribue ce nom d'un lac, d'une rivière et d'un village au rocher en forme de chat assis qui, de l'embouchure de la Capcha, semble regarder vers le large. Mais les historiens croient plutôt que la Capcha fut ainsi nommée en l'honneur d'Aimar de Chaste, qui patronna en 1603 le premier voyage de Champlain en Nouvelle-France. Les eaux de la Capcha étalent leur limpidité sur un lit de pierre que les éléments ont soigneusement poli et ciselé. Des roches vertes dominent l'ensemble. Ces blocs d'oline et de serpentine ont roulé des Chic-Chocs dans la rivière en formation lorsque la Gaspésie s'est libérée de ses glaces il y a 10 000 ans. Le saumon habite probablement la Capcha depuis ses temps primitifs. La venue ici des indigènes remonte à 6000 ans. Ces nomades vivaient de pêche, de chasse, de cueillette. Les peaux de caribou, de loup, d'ours et de phoques leur permettaient de se vêtir et de s'abriter. Le gibier, le poisson, les baies, le maïs et certaines racines composaient leur alimentation. De la sève d'érable, il se faisait une boisson médicinale. Ce sont quelques centaines de leurs lointains descendants, les Micmacs, que les pêcheurs et explorateurs européens trouveront dans les parages de la Capcha au XVIe et XVIIe siècle. Ces enfants de la nature, vivant presque autant sur l'eau que sur le sol, raffolaient de la truite et du saumon. Les Micmacs, bons artisans, fabriquaient des canots d'écorce de 8 mètres de longueur, pouvant transporter 12 personnes. D'esprit entreprenant et habile navigateur, ils fréquentaient la rive nord du Golfe et les îles de la Mingani, pillaient des villages montagnais, enlevaient des femmes et des enfants. Ainsi renforçaient-ils la main-d'œuvre dont ils avaient besoin pour la poterie, la culture des plantes, le dépeçage du gibier, le transport de la viande, du poisson et des autres provisions, le tissage des raquettes, le ramassage du bois, la cueillette des mollusques et des petits fruits. À compter du milieu du XVIe siècle, les Micmacs ont des contacts réguliers avec les pêcheurs basques, bretons et portugais qui fréquentent annuellement le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent. Ils apportent des fourrures aux Européens et en reçoivent haches, couteaux, marmites, vêtements, bijoux, alcool et parfois fusils. L'homme blanc n'habite le côté nord de la péninsule gaspésienne que depuis le début du XIXe siècle. Capcha est né de la pêche. Les eaux de la côte recelaient quantité de morues, de harengs et de maquereaux, tandis que la rivière regorgeait de saumon. Mais c'est surtout l'exploitation de la forêt qui, plus tard, assurera la croissance. Rarement a-t-on vu une rivière aussi sollicitée par l'industrie forestière que la Capcha. Pendant 120 ans, soit de 1859 jusqu'à la fin des années 1970, les scieries et les camps de bûcherons se multiplieront sur ces rives.
des sociétés Price et James Richardson, ainsi qu'un bon nombre de sous-traitants ou d'entrepreneurs indépendants exploiteront les forêts qui longent la Capcha. Ces entreprises taillent dans le pin, le sapin et l'épinette du bois de charpente. Dans le bouleau, des barreaux destinés à la fabrication de fuseaux. Du cèdre, elles tirent des bardeaux ou des poteaux. Non seulement la Capcha fournissait-elle l'énergie nécessaire à l'industrie qui prospérait sur ses bords, mais encore elle permettait le transport du bois de la forêt à l'usine au moindre coût. N'empêche que ce bois, avant de parvenir à la scierie, avait tendu bien des muscles et fait ruisseler bien des visages. Les bûcherons se démenaient en forêt de l'aube à la nuit tombante. Le dimanche, seul jour de repos, ils lavaient leurs vêtements, étriaient leurs chevaux, racontaient des histoires, formaient des projets, parlaient de leur famille, de leurs patelins. Certains chassaient pour varier un ordinaire fait surtout de soupe aux pois et de fèves au lard. Les billes transportées sur des traîneaux à patins tirés par des chevaux étaient empilées au bord de la rivière qui, au printemps, les emporterait vers la scierie. Le flottage commençait à la fin d'avril et se poursuivait en mai. Les draveurs descendaient avec le bois, brisaient les embâcles, remettaient à l'eau les billes qui s'étaient échouées sur les rives. Ces hommes s'échinaient à la tâche 15 à 18 heures sur 24. Ils dormaient sous la tente ou dans les camps de bûcherons qu'ils trouvaient sur leur route. Ils déjeunaient à 4 ou 5 heures, dînaient sur les lieux du travail et soupaient au camp en fin de soirée, trempés des pieds à la nuque. Après s'être empiffrés en silence, ils s'écroulaient, fourbus, sur leur lit dur et ronflaient jusqu'à l'aube tandis que séchait leur harde, tant bien que mal, au-dessus du poêle ou du feu de camp. Des malheurs successifs, maladies du boulot, incendies de forêts et d'usines, faillite de la James Richardson, ont raison de l'industrie forestière sur la Capcha. Vers la fin des années 1970, la rivière est enfin libérée d'une longue servitude. Cette intensive exploitation de la forêt riveraine aurait pu avoir sur le saumon des conséquences désastreuses. Par bonheur, les principaux dirigeants de cette industrie étaient des mordus de pêche à la mouche. Aussi, pour ne pas gêner les montaisons, ils flanquaient leurs barrages de passes migratoires. Et pour protéger la rivière, ils évitaient d'en déboiser les berges. Aux yeux de ces industriels sportifs, le saumon était un patrimoine aussi précieux que la forêt. Ce poisson, qui avait alimenté les autochtones et les colons, enrichi des commerçants, devenait la source d'un divertissement raffiné. Sur la Capcha, 2 clubs privés s'installent. L'Américain Robert Samuel McLaughlin, président de General Motors, loue de l'État québécois en 1920 les droits de pêche sur environ 35 km de rivière. Il se loge d'abord dans une maison des Grands Fonds. En 1936, il confie la gestion du club à l'industriel James Russell, bien installé à Capcha et fort respecté dans son milieu. Tous deux d'ascendance écossaise, passionnés de poker et de pêche à la mouche, McLaughlin et Russell étaient faits pour s'entendre. Ils entretiendront des liens d'affaires et d'amitié très étroits. En 1942, McLaughlin se fait aménager un magnifique domaine à une quinzaine de kilomètres de l'embouchure. Il passe 1 mois et demi chaque été dans ce paradis, à taquiner le saumon et à se divertir avec des amis. Les sommités américaines de la politique, de la finance, de l'industrie, de l'armée, des arts et des sports lui rendent visite.
De plus, il envoie du saumon frais à de nombreuses connaissances américaines ou canadiennes. Ces cadeaux coûtent cher au patron du club, mais ils constituent pour General Motors un puissant moyen de relations publiques. En 1966, McLaughlin cède au gouvernement québécois les importants droits de pêche qu'il exploite sur la Capcha depuis près de 50 ans. De son côté, le Montréalais Homer Morton Jacques, président de Steelco, avait acquis au début des années 20 des droits de pêche à proximité de l'embouchure de la Capcha. Il était même devenu propriétaire du lit de la rivière à divers points des 7 premiers kilomètres. Mais c'est ici qu'on vit content, mais c'est ici qu'on vit content. On va y revenir souvent, on va y revenir souvent. Jacques West, en 1925, avait construit un pavillon sous les arbres du Petit Fond, à 2 kilomètres de l'embouchure. Chaque été, pendant des années, il y accueillait ses amis et ses relations d'affaires. En 1965, James Russell achète le chalet de Jacques West et ses droits de pêche. Il revendra le tout, 10 ans plus tard, à Madame Jacqueline Roy, épouse de l'homme d'affaires de Capcha. Madame Roy s'applique à bien conserver le pavillon et à lui garder son cachet ancien. Elle s'interroge sur l'usage que l'on pourrait faire de cette grande maison rustique, témoignant on ne peut mieux de la vie des pêcheurs sportifs en Gaspésie à partir du début du siècle. Il faut conserver sa raison, il faut conserver sa raison. Passer pour gentilhomme, ami buvons, bidon verre et flacon, tandis que le vin est bon. Du vin de la tonne, ou que le rhum est bon. Les clubs de pêche au saumon étaient pour Capcha une importante source d'emplois saisonniers. Ils engageaient guides, gardiens, cuisiniers, domestiques, préposés à l'entretien. Parmi ces travailleurs, les guides avaient une place privilégiée. Les pêcheurs de saumon les ont toujours considérés comme de précieux auxiliaires. Quant aux gardiens, McLaughlin et Jacques West avaient l'habitude de les choisir parmi les plus redoutables braconniers. Ainsi amenaient-ils des hommes futés qui connaissaient parfaitement la rivière à consacrer leurs compétences à la protection du saumon plutôt qu'à sa destruction. Après la fermeture des clubs privés dans les années 60, l'État québécois fait de la Capcha une réserve de pêche qu'administreront des fonctionnaires. Mais la surveillance se relâche et les braconniers ne se gênent pas. Constatant une baisse des montaisons, l'État, en 1984, entreprend d'ensemencer la rivière. Il y interdira la pêche pendant 5 ans. En 1991, le gouvernement convertit la réserve de pêche de la Capcha en une zone d'exploitation contrôlée. Il confie la nouvelle ZEC à un organisme populaire, la Société de gestion de la rivière Capcha. Cette zone d'exploitation contrôlée comprend 52 fosses réparties en 4 secteurs. Le premier, situé vers le bas de la rivière, présente 13 fosses sur 10 km. Il accueille tous les pêcheurs en règle qui se présentent. Le secteur 2 offre 29 fosses sur 20 km. Il reçoit 12 pêcheurs à la fois. Dans le 3, 10 fosses réputées s'échelonnent sur 8 km. Ce secteur, sélect, ouvert seulement de la mi-août à la fin de septembre, n'accueille que 2 pêcheurs par jour. Enfin, le secteur 4, commençant à 45 km de l'embouchure, est réservé à la reproduction. La pêche y est interdite. Aucune pêche au saumon n'est pratiquée non plus en aval de la zone d'exploitation contrôlée, soit sur les 7 premiers kilomètres. 4 détenteurs de titres anciens sont, à certains endroits, propriétaires à la fois du lit de la rivière et d'un droit de pêche qu'ils n'exercent pas pour l'instant. Ce tronçon est en partie du domaine privé. Cependant, toute la zone d'exploitation contrôlée appartient à l'État.
En confiant au Cap Châtien le soin de leur rivière, le gouvernement s'assurait que le saumon serait plus efficacement protégé et mis en valeur. La société de gestion vise une exploitation maximum du saumon associée à des mesures strictes de conservation. De la mi-août à la fin de septembre, la gestionnaire impose la libération de tout saumon dans le secteur 3 et de tout grand saumon dans les autres secteurs. De plus, en tout temps, elle encourage le moucheur à remettre à l'eau le saumon qui lui a fait le plaisir d'engager la lutte avec lui. Le sportif éprouve d'ailleurs une vive satisfaction à redonner la liberté à son partenaire au terme du combat. La société de gestion s'applique à faire découvrir les beautés du saumon et apprécier sa valeur. C'est à l'école primaire qu'elle entame cette sensibilisation. Elle intervient auprès des élèves de 5e année avec le concours de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. Elle leur fait élever des alevins qu'ils libéreront dans la rivière sous la conduite d'agents de conservation de la faune. La gestionnaire fait elle-même des ensemencements. Elle dépose chaque année 160 000 œufs de saumon dans des tributaires de la Capcha. Et pour prévenir tout braconnage, des gardiens surveillent la rivière jour et nuit. 800 saumons en moyenne remontent la Capcha chaque année. Les moucheurs en capturent 120 à 150. Les autres participent à la fête des amours, puis entreprennent un nouveau périple en mer avant de revenir pour se reproduire encore. Ceux qui échappent aux dangers de la mer répètent plusieurs fois cette démarche féconde. La Capcha et ses tributaires pourraient accueillir 11 à 1200 saumons adultes chaque année. Quel potentiel de bonheur pour le pêcheur sportif. Dans la Capcha, la montaison se déroule du début de juin à la fin de septembre. La seconde moitié du mois d'août marque le sommet de la poussée migratoire. Les saumons, guidés par l'instinct de reproduction, vont d'une fosse à l'autre à la recherche de l'endroit le plus propice à leur jeu galant. Comme pour marquer ces déplacements d'une note romantique, ils les font surtout la nuit. Tandis que, gras et gaillards, les géniteurs revenus de la mer courent vers les frayères, les saumoneaux descendent la rivière où ils sont nés pour entreprendre à leur tour l'odyssée qui en fera des victimes ou des adultes. Seulement 1% des jeunes saumons survivent à cette épreuve. En grand nombre, les malheureux tombent dans la gueule de prédateurs ou dans les filets des chalutiers au large du Groenland. Ou encore, ils meurent de froid dans les eaux nordiques. Depuis toujours, les saumons remontaient la Capcha sur une distance de 47 km, soit jusqu'à la chute Beaulieu, située légèrement en amont du ruisseau du même nom. À cet endroit, l'eau s'abattait d'une hauteur variant de 4 à 6 mètres. En 1993, la gestionnaire a fait dynamiter le côté le moins accentué de la chute pour y permettre la montaison. Ces travaux ouvraient au saumon 15 km de plus sur la Capcha, tout en lui donnant accès à un important affluent, la branche de l'Est, dont l'embouchure se situe à 54 km du Saint-Laurent. Les truites de mer abondent aussi dans la Capcha et ses tributaires. Les pêcheurs de saumon prennent souvent de ces ombres d'anadrome dont la taille atteint celle d'un saumon moyen. La truite mord volontiers, car contrairement au saumon adulte, elle se nourrit en eau douce. Et sa voracité réserve aux moucheurs de palpitantes surprises. La société de gestion de la rivière Capcha
administre 2 zones d'exploitation contrôlée. La première comprend la rivière sur une longueur de 50 km. La seconde est un territoire de chasse et de pêche qui s'étend à l'ouest du cours d'eau. La Capcha accueille annuellement 250 à 300 pêcheurs de saumon. Comme la plupart consacrent plus d'une journée à ce fascinant rendez-vous, ils cumulent au moins 800 jours de pêche. 85% de ces sportifs sont du Québec. Les autres viennent du Canada anglais, des États-Unis, de France, d'Allemagne et d'ailleurs. Le saumon favorise aussi la villégiature à Capcha. Les pêcheurs sont souvent accompagnés de parents ou d'amis. Ces personnes visitent les villages des environs, se promènent le long de la rivière ou en forêt. Le sentier international des Appalaches contribue à l'afflux touristique. Ce chemin de grande randonnée, que fréquentent de nombreux Québécois et Américains, traverse la Capcha à la chute Beaulieu, soit à 47 km au sud de l'estuaire du Saint-Laurent. Pour amener ces marcheurs à visiter Capcha, la société de gestion les invite d'abord à ces 2 observatoires. L'un domine la fosse Cameron, à 36 km de l'embouchure, l'autre, celle de la Cuillère, à 15 km. Les occupants de ces premières loges assistent aux évolutions du saumon ou à ces élégantes parades qui affolent le moucheur. Inspirée par les attraits de l'arrière-pays capchatien, la gestionnaire explore de nouveaux filons. Elle aimerait, par exemple, faire connaître aux amateurs de sports d'hiver les charmes de la Capcha sous la neige. Les riverains de ce cours d'eau ont longtemps vécu de l'industrie forestière. Mais voilà qu'ils découvrent à leur village une vocation touristique déjà pressentie au temps des crues. Capcha reçoit en nombre croissant des visiteurs de partout et de toutes catégories. Dans ce dynamisme nouveau, les Capchatiens engagent leur solidarité, leur sens de l'accueil et la passion qu'ils vouent à leur milieu. Ils ont foi en leur étoile, et ils ont bien raison. Parmi leurs atouts, un exceptionnel patrimoine faunique et une rivière qui prodigue les effets de surprise. La Capcha ne cesse d'émerveiller le pêcheur ou le promeneur. Sa nature sauvage et fantaisiste, superbe magicienne, détient les secrets de l'enchantement. Mon père n'avait fille que moi, canot d'écorce qui vole, encore sur la mer il m'envoie, canot d'écorce qui volera. Le marinier qui m'y menait, canot d'écorce qui vole, et devint amoureux de moi, canot d'écorce qui volera. À chaque mot qu'il me disait, canot d'écorce.